Émilie Nicolas, Michel Séauger, Christian Dufault, bonsoir. 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 Les pastilles pour identifier les patients. Les médecins qui sont en colère avec une négociation qui est difficile ont sorti ça en disant, bon, ben voyez-vous, c'est la preuve qu'on veut enlever des médecins de famille à des gens en santé. Les patients en santé n'auraient... Bon, ça a été nié par le gouvernement, on ne veut pas enlever de médecins à personne. Tour de table quand même sur qu'est-ce que ça nous dit sur l'état actuel des négos, et sur est-ce qu'un jour, j'ai posé la question plus tôt si vous étiez avec nous à 16h, est-ce qu'un jour les médecins vont quand même prendre en charge plus de monde ou pas? Émilie Nicolas. Ce serait une bonne chose de prendre en charge plus de personnes, d'avoir des ressources. Le simple fait qu'on soit rendu à avoir ce type de conversation-là politique, à mon sens, c'est complètement surréel. Et ça montre bien, de manière générale, les bons et les mauvais côtés du système de santé québécois. C'est-à-dire que la santé, c'est pas seulement l'absence de maladie, et ça demande énormément de prévention aussi, de ne pas se retrouver malade. Et puis dans une approche comme celle-là, ce qu'on est en train de dire, c'est que tant que tu n'es pas un problème, c'est pas une priorité de te surveiller ou de s'occuper de toi ou de répondre à tes questions ou de s'assurer que tu ne deviennes pas malade. Et là, finalement, au moment où les gens ont déjà développé des problèmes, mais à ce moment-là, on répond à la situation alors qu'on aurait beaucoup plus faire en prévention. Et donc, pour moi, c'est ce qui est dans la philosophie de ce qui nous est mis de l'avant aujourd'hui. C'est bien évidemment un problème. Bien sûr que les médecins sont contre ça, mais je pense que c'est un témoin de la manière dont, généralement, on parle de la santé au Québec. Michel C. On est dans des négociations très difficiles et il est clair que du côté du gouvernement, on veut faire porter le chapeau aux médecins généralistes cette fois-ci. Alors, donc, que les médecins répondent en disant, voyez les codes de couleur, voyez ce que ça veut dire, voyez qu'on veut nous enlever nos patients, qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça, c'est de bonne guerre. C'est peut-être pas le souhait du gouvernement, mais juste en mettant de l'avant ces codes de couleur-là, il crée de l'inquiétude, non seulement chez les médecins, mais chez les patients aussi. Genre, si je suis un patient vert, est-ce qu'on va s'occuper de moi jusqu'à temps que je devienne rouge? C'est quoi l'idée, là? C'est de l'inquiétude pour les patients qui ont déjà relativement peu de soins préventifs. Mais il est clair que je pense que le vrai problème, il est encore dans la négociation entre les médecins de famille et le gouvernement. Le gouvernement veut obtenir des choses là-dedans. On verra ce qui se passe, mais ça n'augure pas bien. Disons ça comme ça. En tout cas, ça va être compliqué. Ça, je pense qu'on a compris ça. Christian Dufault. Oui, ça joue dur. Je trouve que l'argument sur les pastilles de couleur, ça me semble vicieux, en fait. C'est kafkaïen. Ça fait horreur à tout le monde. C'est comme si les êtres humains ne sont plus des êtres humains. Là. Ce sont des cases, des normes liées à la révolution informatique. Bon, à première vue, ça semble simple. Le gouvernement du Québec ne veut pas donner d'augmentation de salaire aux médecins. Bon, M. Legault a été souvent accusé ces dernières années d'avoir trop donner de l'argent dans le domaine de la santé aux employés, aux médecins. Les médecins ne sont pas tellement populaires. Et les syndicats de médecins réagissent de façon vigoureuse. Moi, j'ai dit vicieux, c'est peut-être un peu fort, mais moi, je trouve comme argument, non, je persiste dans le vicieux parce que je trouve que ça touche vraiment les gens sur le plan personnel. Mais est-ce qu'on sait tout? En dessous de ça, est-ce que c'est ça vraiment les véritables enjeux? C'est un secteur qui est tellement compliqué. Est-ce que le gouvernement va persister et signer dans son refus de donner des augmentations aux médecins? Parce que c'est ça, sa position de départ. Puis est-ce que les médecins vont continuer dans leur stratégie que je trouve vraiment, à titre de citoyen, je trouve ça inacceptable d'aller sur ce terrain-là. On verra. M. Legault, hier, qui à la question, est-ce que vous promettez aux Québécois qu'il n'y aura pas de baisse de services en santé compte tenu du 3 % d'augmentation, nous a dit en entrevue, bien, écoutez, ça va dépendre aussi de la négociation avec les médecins. Alors là, on voit qu'il y a un combat à finir là, entre les deux et le gouvernement estime que les médecins de famille devraient prendre en charge plus de citoyens. Ça, c'est clair, c'est leur point de départ. Et là, on ne s'entend pas manifestement, n'est-ce pas? Émilie, on tourne en rond, on dirait, puis nous, on regarde ça, puis on dit, bon, bien, entendez-vous, là.
Oui, mais en fait, c'est que c'est beaucoup plus qu'une question d'argent. C'est beaucoup plus une question aussi de nombre de personnes qui est prise en charge. Ce qui est en question, c'est une perception de c'est quoi la médecine, c'est quoi la médecine familiale, c'est quoi la médecine généraliste. Souvent, les médecins doivent prendre beaucoup de temps pour ne serait-ce que discuter avec les patients, comprendre c'est quoi le problème, d'où la personne vient, bien se faire comprendre, bien faire comprendre les instructions aussi pour le traitement. Souvent, il y a des traitements qui sont, eux, pas couverts par la RAMQ, à savoir si la personne va pouvoir aller ou pas en physiothérapie vers les autres soins qui, soudainement, font pas partie de notre système de santé. C'est compliqué en fonction d'une personne à l'autre. Et si on dit, bien, c'est parce que vous en prenez pas assez de patients, bien, à ce moment-là, on se retrouve à avoir des clientèles qui sont plus privilégiées, qui vont être privilégiés par les médecins, qui vont être pris en priorité par les médecins parce que c'est des patients qui vont, en guillemets, plus vite. Et donc, c'est tout ça qui est en jeu. C'est pas juste une question de chiffres. Et c'est ça qui, parfois, au niveau du gouvernement, on fait de la pression parce qu'on veut avoir des chiffres qui paraissent bien sur papier, mais qu'on comprend mal c'est quoi la réalité dans un cabinet de médecin. Christian. Mais ça insécurise tout le monde, ça. Je trouve comme argumentaire. Puis, je ne sais pas si vous avez noté, le ministre Dubé a réitéré, en fait, son engagement que dans peu de temps, là, tous les Québécois auraient un médecin de famille. Est-ce que c'est sérieux, ça? Je ne demande pas mieux que de le croire, là, mais je veux dire, il vient de répéter ça. Qu'on aurait bientôt, dans un échéancier prévisible... Avant 2026. Est-ce qu'il y a des gens qui croient à ça? Enfin, je ne dis pas qu'il a dit ça, mais bientôt, ça doit vouloir dire. Je ne l'ai pas entendu, bien honnêtement. Michel, ses conclusions. Moi, je l'ai entendu. Il y a encore un problème d'accessibilité au réseau. Si vous êtes d'une maladie grave, il n'y a pas de problème. On va s'occuper de vous et l'accessibilité est très bonne. C'est pour les petites affaires. Un problème de santé, c'est jamais une petite affaire. Mais des choses qui sont moins sérieuses, il y a un problème d'accessibilité et c'est pas tout le monde qui a un médecin de famille non plus. Alors, à un moment donné, tout est dans tout en santé. Là. Il faut vraiment... on ne peut pas saucissonner, mais il faut donner, à un moment donné, une possibilité d'entrer dans le réseau qui est plus large puis qui est meilleur, parce que sinon, ça ne marchera pas. OK. Il reste 5 jours avant le vote. 4 jours avant le vote, 5 jours, nous serons lundi en élection. M. Blanchet est allé beaucoup dans le 4-5-0 aujourd'hui, solidifier ses acquis, dit-il. Il dit « ça remonte, je le sens ». Les libéraux redescendent. M. Carney est en Colombie-Britannique. M. Poilievre est en Ontario, a parlé des sans-abri. Je vous lance tout ça. Je vous demande de faire un choix. Christian Dufour, cette fin de campagne, comment vous la voyez, là? Qu'est-ce qui est important, selon vous, à regarder, à suivre? Bien, je pense que M. Carney va l'emporter. Tout le monde est d'accord avec ça, même si parfois il y a de l'hypocrisie, on ne le dit pas. Mais sera-ce un triomphe? C'est ça l'enjeu. Est-ce qu'il va avoir un chèque en blanc complètement? Est-ce que c'est Donald Trump qui va l'avoir emporté? Parce que le triomphe de M. Carney, c'est le triomphe de Donald Trump, quelque part, qui a complètement changé la dynamique de la campagne électorale. Parce que si on avait une dynamique traditionnelle canadienne dans un système de gouvernement britannique, après 10 ans de régime libéral usé, normalement, c'était le temps de l'alternance pour les conservateurs. Donc, c'est clair qu'on est dans autre chose. On est dans un gouvernement libéral de M. Carney. Mais là, vraiment, il faut surveiller évidemment les deux partis d'opposition, le NPD, le Bloc québécois. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir une certaine remontée du Bloc québécois parce que, justement, les gens savent que M. Carney va l'emporter. Oui. Donc, il y a des gens qui sont moins inquiets. D'ailleurs, c'est l'argument de M. Blanchet, dire. Oui, puis c'est un argument solide, quelque part. Pour le NPD, ça me semble beaucoup plus difficile parce que, rappelons que, dans le fond, c'est pas les conservateurs qui ont baissé à ce point-là. La grande chance des libéraux, c'est que le NPD s'est effondré et c'est ça qui va faire toute la différence au fil d'arrivée. Michel, c'est d'ailleurs, les journalistes ont demandé à M. Singh aujourd'hui, est-ce que vous allez démissionner? Ça commence, les questions sur sa démission à 5 jours de l'élection. Le NPD, c'est plus difficile, c'est une évidence, là. On n'aura pas à se demander si M. Singh va démissionner. M. Singh ne sera probablement pas élu dans son comté. C'est ça qui est en train d'arriver. Le nouveau comté de Burnaby Centre est beaucoup plus conservateur que celui qu'il avait avant. Ça, c'est la première des choses. Si le NPD n'est pas un parti reconnu aux communes, même si M. Singh était élu, c'est sa 3e campagne, il ne sera plus là. Pour ce qui arrive du Bloc québécois, il y a 2 choses contradictoires qui arrivent. D'une part, comme à toutes les campagnes, vers la fin, quand le gouvernement a l'air d'être élu,
M. Duceppe faisait ça avant M. Blanchet. M. Blanchet, c'est sa troisième campagne, il connaît sa partition. Mais maintenant, vous pouvez voter selon votre cœur. Voyons donc, ils vont gagner de toute façon. Donnez-leur une bonne opposition, puis nous autres, au Bloc, on est bon là-dedans. Ça, c'est une des choses. Mais le problème, c'est aussi qu'ils sont menacés dans le 4-5-0 par deux facteurs. D'abord, il y a des électeurs traditionnels du Bloc qui disent cette fois-ci, non, c'est trop sérieux. Nous, on veut envoyer Carney se battre contre Trump. Blanchet nous aidera pas là-dedans. Ça c'est la première des choses. L'autre chose, c'est qu'il y a des changements démographiques dans le 4-5-0. C'est plus aussi, guillemets, canadien-français qu'avant. Et donc, ça amène des nouveaux électeurs qui peuvent aller ailleurs. Alors, les deux sont contradictoires, mais les deux jouent en même temps actuellement sur ce qui arrive au Bloc. Mais M. Blanchet fait ce qu'il a à faire. C'est sa troisième campagne, c'est un chef d'expérience. Et lui et M. Singh sont les seuls à avoir déjà été là assez longtemps. Il connaît sa partition. Émilie, Nicolas, qu'est-ce que vous surveillez? Moi, je pense que c'est une drôle de campagne au sens où les gens votent en fonction des sondages, c'est-à-dire ce qu'ils pensent que les autres veulent faire, plus qu'en fonction seulement de ce que les chefs nous disent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, particulièrement au Québec. Je pense que le Québec, c'est vraiment la province canadienne où, bien sûr, Pierre Poilievre est le moins aimé. Et donc, il y a beaucoup de gens qui essaient de calculer comment est-ce que je vote si je ne veux pas avoir Pierre Poilievre. Les gens qui votent libéral, pas parce qu'ils sont libéraux, mais parce qu'ils sont des bloquistes qui ont peur des conservateurs, ou à Montréal, des gens qui ont des valeurs plus proches des néo-démocrates puis qui veulent élire des libéraux pour ne pas avoir Pierre Poilievre. Le niveau auquel ces gens-là se sentent confortables de voter avec leur tête ou voter avec leur cœur dépend des sondages. Et ce qu'on a vu après le dernier débat, c'est que ça s'est resserré légèrement. Pierre Poilievre a un petit peu repris du poil de la bête. Il était un peu plus sympathique, il a un peu souri. Donc, si ça continue à bouger un petit peu d'ici le week-end, bien, ça se peut qu'il y ait des gens qui ont l'intention aujourd'hui de voter d'une manière, puis que rendu à lundi, ils vont réviser. C'est vraiment une gestion de risque qui est en train de se passer, particulièrement au Québec. Et c'est rare que les gens votent à ce point-là en fonction de ce qu'ils pensent que les autres veulent faire, plutôt qu'en fonction de ce qu'ils pensent eux-mêmes. Mais M. Poilievre, à 38, 39, même 37, il n'est pas tellement bas là, par rapport à ce que faisait Harper et qu'il avait gagné. C'est vraiment... Dans ces deux dernières élections, les conservateurs ont eu plus de voix que les libéraux, puis les libéraux ont gagné au nombre de sièges. C'est ça. Alors, à un moment donné, avoir 37, c'est pas tout à fait assez quand on est les conservateurs. Pas quand le M. Harper NPD a déjà tombe. gagné à 38. Oui, mais le NPD était très haut quand M. Harper a fait un gouvernement majoritaire aussi. Alors, c'est ça la différence. Exactement. Christian. C'est les vases communicants, là. Et le NPD, au fond, est dans une très mauvaise situation pour deux raisons. À cause du facteur Trump, là, en fait, qui incite une partie des Canadiens, en fait, de se rallier derrière M. Carney. Puis aussi de façon plus classique. Ça fait longtemps qu'on sait que lorsqu'un parti comme le NPD se colle trop au gouvernement en place, depuis 10 ans, c'était à beaucoup d'égards un gouvernement de facto libéral néo-démocrate. Et ça, c'est rarement rentable pour le parti le plus petit. Parce que lorsque les électeurs ont à voter, ils ont tendance à choisir le vrai. Et le vrai, c'est le Parti libéral. Donc, quelque part, les néo-démocrates ont couru après ce problème-là. C'était pas gagnant de se coller à ce point-là auprès des libéraux. Donc, ils payent le prix. Est-ce qu'ils vont être capables de remonter? Vraiment, moi, j'en doute. Pour le Bloc, j'ai plus d'espoir. Et je le répète, je sais, c'est quand même la victoire de Donald Trump. Émilie, en même temps, le NPD répondrait à Christian, oui, mais grâce à nous, il y a un programme de soins dentaires au Canada. C'est le passé, ça. C'est le passé. Les gens votent pas en fonction du passé, Patrice. Oui. Vous avez raison. Vous avez raison. Non, mais je parle les moralement, gens là. J'étais sur un autre terrain. Émilie, mais je vous laisse le choix. Oui, bien c'est ça, en fait. C'est parce qu'à ce stade-ci, puisque justement les gens sont en train de faire leurs calculs, les chiffres nationaux ne sont pas si utiles que ça parce que ça dépend vraiment du détail provincial. Puis bien sûr que les libéraux, pour avoir une majorité, ça leur prend beaucoup de députés au Québec. C'est pour ça qu'il y a des électeurs qui, dans leur cœur, sont bloquistes, réfléchissent encore parce que s'il n'y a pas beaucoup de députés libéraux au Québec, c'est plus difficile pour le Parti libéral de former un gouvernement. S'ils ont à peu près ce qu'ils ont déjà, bien, on se retrouve dans un territoire
proche de ce qui existe déjà, c'est-à-dire des libéraux minoritaires avec un bloc fort. Là, la question, c'est est-ce que c'est le NPD avec même 2-3 députés qui tiennent la balance du pouvoir ou est-ce qu'ils font une alliance avec le bloc? Donc, on se retrouve finalement à la case départ. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Ça dépend de comment est-ce que les gens calculent leur affaire. Ils ont besoin, les libéraux, de 20 députés de plus par rapport à ce qu'ils ont actuellement pour former une majorité. Ils peuvent en prendre quelques-uns en Colombie-Britannique, mais ils peuvent en prendre quelques-uns au Québec aussi. Ils peuvent aussi. Émilie, Michel C., Christian, à très bientôt. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir.